Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors est-ce qu'on peut considérer que Les Indestructibles numéro 2 est un aussi bon film, voire un meilleur film que le premier opus? Attention, il s'agira d'une vidéo avec spoiler et donc réservée à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu cette suite. Et si vous n'avez pas encore vu ma critique sans spoiler, je vous invite à commencer par là, notamment pour profiter de l'interview exclusive de Brad Bird et des producteurs du film que j'ai pu mener à l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de souligner durant cette critique sans spoiler que les qualités techniques de ces Indestructibles numéro 2 étaient vraiment un des points forts du film, avec non seulement une animation très fluide, mais aussi une grande qualité au niveau des textures ou encore des effets de lumière, de couleur et même de transparence. S'il en fallait une, je dirais que Les Indestructibles numéro 2 sont une preuve concrète de la progression technologique rapide qui caractérise notre époque, mais aussi de sa mise en application talentueuse. Et oui, en comparaison du premier opus, on conserve l'effet cartoon, mais avec des visages plus vivants et expressifs. Au-delà même des personnages, c'est toute la ville qui en devient plus convaincante. Et je suppose que ça ne doit pas être facile tous les jours d'être dans les souliers de Pixar. En effet, ce studio est vu par le public à un tel niveau d'excellence qu'on présuppose d'office qu'il sera quasiment parfait au niveau technique. Et encore une fois, ils ont réussi à relever le pari. Donc on peut dire évidemment que le niveau technique de ces Indestructibles numéro 2 est plus élevé que celui du premier, mais bon, il faut bien reconnaître que l'inverse aurait quand même été sacrément bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon point de vue en tout cas, les scènes d'action étaient déjà l'un des gros points forts du premier film, aussi bien dans l'inventivité des chorégraphies, dans l'utilisation des pouvoirs, ou tout simplement dans le dynamisme d'ensemble qui jaillissait de l'écran pour venir vous éclabousser la rétine. Ces scènes étaient déjà tellement réussies dans le premier film qu'il est difficile d'affirmer qu'elles sont meilleures dans cette suite, mais disons qu'elles sont au moins d'un niveau équivalent. Les exploits d'Elastigirl fonctionnent encore mieux que dans le premier film et il faut reconnaître que la mettre en avant était une excellente idée, notamment pour la qualité des scènes de poursuite, que ce soit celle du train ou celle des hélicoptères. Les pouvoirs de Frozone me semblent eux aussi mieux exploités, et il en va de même évidemment pour ceux de Jack Jack. Et oui, autant le dire tout de suite, Jack Jack c'est un des gros points forts des Indestructibles 2, ce qui est d'autant plus malin que c'est justement ce que beaucoup de fans espéraient voir après le final du premier film et la révélation de certaines de ses capacités. De mon point de vue, ses qualités dans l'action vont de pair avec la place plus grande que cette suite a su accorder aux personnages d'Hélène, Elastigirl, de Frozone ainsi qu'à Jack Jack. Et Violette n'est pas vraiment en reste grâce à son histoire d'amour assez mignonne que j'ai trouvé plutôt bien traitée, même si j'aurais préféré la vivre davantage de son point de vue personnel plutôt qu'au travers des yeux de son père ou de son frère. Je dois dire que j'ai notamment apprécié qu'on ne se moque pas trop de ses premières amours. En effet, même s'il y a quelques passages obligés sur l'adolescente en crise, les parents comprennent bien l'importance de ces premiers émois amoureux, et on peut même dire que les efforts de Bob sont plutôt attendrissants lorsqu'il essaie de réparer sa bourde initiale. Malgré ces qualités, j'ai été déçu par deux éléments, et le premier, sans doute le plus marquant, c'est le rôle très secondaire de mon point de vue qui a été accordé à Flèche, ou Dash en VO. D'ailleurs, on remarquera l'intelligence de la traduction française de son nom, puisque cette traduction reprend la proximité avec le nom de Flash, le fameux super-héros d'ici, qui a servi d'exemple au personnage. Finalement, c'est par l'intermédiaire de l'ancienne super voiture de son père, Mr. Incredible, que Flèche parviendra à briller parfois dans le film. Alors en soi, ce n'est pas plus mal, puisqu'il utilise son ingéniosité plutôt que son super pouvoir, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'en termes de scénario, il reste le plus en retrait des trois enfants de la famille Parr. Le deuxième élément un peu gênant dans le poids relatif des différents personnages, c'est le rôle très prévisible de Deus Ex Machina réservé à Jack Jack, qui retire les lunettes permettant de contrôler sa mère et lance donc le retournement final de situation. Et d'ailleurs, dans le prolongement de cette petite réserve, il m'a semblé que les enjeux dramatiques de cette suite étaient moins élevés que dans le premier film, et le corollaire de ça, c'est que la tension m'a semblé un petit peu moins intense, notamment dans le tout dernier acte. Et oui, il faut quand même se rappeler le côté relativement adulte, et en tout cas James Bond du premier film Indestructible, qui allait avec la menace de mort et de destruction que posait le robot tueur totalement hors de contrôle. On peut aussi se souvenir d'une certaine attirance entre Bob et Mirage, qui ajoutait à l'ambiance un peu adulte du premier film. Même s'il faut absolument reconnaître, et d'ailleurs je l'avais souligné dans ma première vidéo, que le rythme d'ensemble fait partie des grandes qualités de cette suite, eh bien sa partie finale est sans doute moins haletante et plus prévisible
que celle du premier opus, mais je reviendrai un peu plus loin sur les raisons qui font que ce dernier acte était mieux réussi dans le premier film. Ceci dit, il reste évidemment des tas de séquences très réussies dans cette suite, avec par exemple l'attaque de la maison alors que les parents Hélène et Bob sont occupés ailleurs. Cette séquence nous amène d'ailleurs à un autre point fort des Indestructibles numéro 2 par rapport au premier, il s'agit du plus grand nombre de super-héros qu'on peut voir en action à l'écran. Et d'ailleurs on peut dire que c'est plutôt une bonne idée d'en faire des adversaires, même si on pouvait le prévoir assez facilement. Alors oui, c'est vrai, si on veut pinailler, et je sais que certains d'entre vous aiment ça, on pouvait voir d'autres super-héros dans le premier film, que ce soit dans la liste des victimes du fameux robot tueur de Syndrome, ou alors dans la fameuse séquence rétrospective de toutes les bonnes raisons de ne pas porter une cape si on veut éviter de mourir de façon stupide. Enfin, du coup, ce qui m'a un petit peu déçu suite à l'introduction de toute cette brochette de nouveaux super-héros dans la suite, eh bien c'est qu'au final, ils n'ont quasiment servi à rien dans le dernier acte, à part la petite contribution de Void qui permet à Elastigirl d'accéder à l'avion. On passe à autre chose. Lorsque la bande-annonce de cette suite était sortie, l'une des grandes craintes qu'elle pouvait donner, c'était celle du risque pour les Indestructibles numéro 2 de tomber dans le cliché de l'échange des rôles entre femmes au travail et hommes à la maison, un sujet traité bien souvent depuis plusieurs décennies. Et finalement, la bonne surprise du film, c'est qu'il aborde la question avec suffisamment de nuances et d'intelligence pour que ce ne soit pas trop lourdingue. En effet, c'est pour sa compétence qu'Hélène est choisie en porte-parole visible de la cause des super-héros. Dans une époque où l'image perçue d'une action est plus importante que l'action elle-même, une super-héroïne qui ne cause pas de dégâts est objectivement le meilleur choix. Et même si Bob a du mal à admettre au départ qu'on lui préfère sa femme, c'est avant tout une question d'ego et pas spécialement une question de rapport de force entre hommes et femmes, même si c'est vrai que le sujet est ensuite évoqué, notamment dans les discussions entre Hélène et Evelyn. Et du coup, le choix de faire du principal méchant du film une méchante m'a semblé judicieux. C'est une façon de traiter hommes et femmes sur un pied d'égalité, aussi bien dans le bon que dans le mauvais. Au passage, on appréciera aussi le fait que Brick est une femme dotée d'une super force et qui vient clairement casser l'obligation pour une héroïne de correspondre aux mensurations de Barbie ancien modèle. Ce qui vient malheureusement un petit peu gâcher tous ces beaux efforts, c'est que Syndrome reste un bien meilleur méchant qu'Evelyn Devor, alias l'hypnotiseur. Pourtant, comme je l'ai expliqué dans ma critique sans spoiler, le message de l'hypnotiseur sur la passivité des masses face aux écrans est plutôt intéressant. Elle reproche aux super-héros de servir de prétexte aux autres pour ne rien prendre en main, aussi bien dans leur vie personnelle que pour la bonne marche de la société ou même de la planète. Malheureusement, le plan de l'hypnotiseur et surtout la menace qu'il fait peser font pas le figure par rapport à ceux que portait Syndrome. Et oui, il faut se souvenir que Syndrome incarnait lui aussi un double message puissant, celui du fan devenu hater et celui du rejet de la singularité et la volonté d'un nivellement par le bas. Ce n'est pas tout, puisqu'il était même porteur de thèmes secondaires, comme la fameuse créature échappant au contrôle du créateur et l'inconscience de l'humain ayant une technologie destructrice entre les mains. Et même si on peut louer l'effort scénaristique des Indestructibles numéro 2, en effet il ne s'agit pas d'un final qui vient cocher la case sempiternelle du grand combat, eh bien il faut aussi admettre en parallèle que cette menace du bateau géant qui fonce vers la ville reste un petit peu faible. Mais pour rester un moment sur Syndrome et sur la thématique du fan, j'ai apprécié que cette suite revienne sur ce sujet, mais en l'abordant différemment au travers du personnage de Void. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Void est super fan d'Elastigirl, qui ne le serait pas d'ailleurs, mais surtout cela permet d'explorer la notion de fan sous un jour plus flatteur et positif, en mettant en avant le pouvoir d'inspiration que certains modèles peuvent avoir sur notre propre vie. Et oui, après tout, personnellement, je m'étais sérieusement remis au sport après avoir revu l'intégrale de Rocky en DVD, comme quoi. Mais en tout cas, c'est peut-être une façon pour Brad Bird de dire aux fans que même si leur attitude est parfois un petit peu bizarre, il sait aussi comprendre leur enthousiasme. Il y a une autre thématique que cette suite poursuit avec intelligence, il s'agit de la définition du super-héros et même au-delà de celle de l'héroïsme. Contrairement à la vision d'Evelyn Devor qui voit chez les héros le prétexte pour tous les autres à ne rien faire, le film tend plutôt à souligner leur potentiel d'inspiration. Au-delà, le message central, c'est que c'est d'abord par son attitude qu'une personne peut devenir héroïque plutôt que par ses capacités. D'ailleurs, cette idée est clairement exprimée dans l'un des dialogues d'Edna Mode. Il faut se souvenir que c'est Brad Bird en personne qui lui donne sa voix en VO, et lorsqu'elle souligne que le fait d'élever correctement un ou plusieurs enfants relève d'un acte héroïque du quotidien. Et si on voulait chercher la petite bête, on pourrait dire que cette suite est davantage un prolongement thématique du premier et n'a pas autant de choses à dire. D'ailleurs, Brad Bird, le réalisateur, ne s'en cache pas. Le but premier de ces Indestructibles numéro 2, c'est de divertir. Et bon, s'il y a ensuite des messages qui se glissent, eh bien tant mieux, mais ce n'était clairement pas son intention principale. J'en viens maintenant à la dernière grande réussite à mes yeux de ces Indestructibles numéro 2, et pas des moindres puisqu'il s'agit de son humour.
en effet ce que cette suite peut céder au premier en termes d'effets de surprise évidemment, ou encore de tension, eh bien je trouve qu'elle le récupère dans des scènes incroyablement réussies, aussi bien avec Jack ou Edna, que ce soit ensemble ou séparément. Il y a cette façon qu'a Jack de reprendre la gestuelle et les mimiques d'Edna, c'est vraiment super réussi, et puis évidemment il y a la fameuse scène du raton laveur. En y regardant de plus près, ce raton laveur est quand même un véritable warrior. Alors évidemment on pense à Scrat de l'âge de glace, mais une version un peu moins maladroite et stupide de l'écureuil préhistorique et sans doute plus belliqueuse aussi. Et je suis convaincu que je ne suis pas le seul à me dire que c'est peut-être la meilleure scène des deux films réunis, même s'il faut bien reconnaître qu'elle est assez différente de tout le reste en termes de tonalité. Après avoir vu Les Indestructibles numéro 2, je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander s'il y aura un 3. Eh bien je dois vous avouer que je n'en sais rien, mais si cela doit se faire un jour, ce ne sera pas de sitôt. En effet, Brad Bird n'a pas envie de laisser filer le contrôle créatif sur cette franchise, notamment le contrôle scénaristique, et puis ce qui l'intéresse, ce qui l'a toujours intéressé, c'est de produire du contenu original, et il a en tête un petit quelque chose, et il m'en a dit deux mots à Annecy. The next project that I hope to do, and it's all contingent upon getting somebody to pay for it, but is a live action film that I've wanted to make that has animation in it, a little bit of animation in it. But that's about as much as I want to say, because if you talk about them too much before you start making them, it kind of takes gas out of their engines. But yeah, and you know, Michael Giacchino, I will hopefully. Well, he will work with me if somebody pays for this idea. En résumé, Brad Bird a envie de travailler sur un film original, un film live mais avec une part d'animation, voilà, qui pique notre curiosité, et il veut surtout poursuivre la collaboration avec l'excellent compositeur Michael Giacchino. Peut-être que l'élément musical aura de l'importance dans ce projet mystérieux, mais ce qu'on peut se dire, c'est que le grand succès au box-office des Indestructibles numéro 2, notamment aux États-Unis, devrait lui permettre de réunir les fonds pour mener à bien ses volontés créatives. J'espère qu'on en saura plus bientôt. Quand on est un aventurier de YouTube, un vrai, un dur comme moi, quand on est lâché dans la forêt vierge de la plateforme, eh bien on ne peut compter que sur son kit de survie, celui qui comprend le pouce en l'air, la notification, l'abonnement et éventuellement le petit pactage élitreillé qu'on peut obtenir grâce à Tipeee, encore Utip en regardant des publicités. Bon, c'est pas tout ça, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!